Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, l'étau se resserre pour les 18 millions d'habitants des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Ces deux régions pourraient être reconfinées le week-end dès vendredi ou samedi prochain. L'annonce officielle par Jean Castex est attendue demain. Aurons-nous besoin d'un passeport sanitaire pour aller au restaurant ou pour voyager à l'étranger l'été prochain sans que le mot soit prononcé? L'idée fait son chemin. L'Union européenne a présenté un projet très détaillé. En Israël, le passeport vaccinal a permis le retour à une vie normale et même festive. Une flambée de violence la nuit dernière à Blois. Après un accident de la circulation, des centaines de jeunes ont affronté les forces de l'ordre et incendié un supermarché. Le GIGN a dû être envoyé sur place. Dans ce journal également, elle était totalement passée de mode. La location meublée est à nouveau plébiscitée. Vous comprendrez pourquoi de plus en plus de propriétaires proposent des logements entièrement équipés. Enfin, nous irons escalader les sublimes dentelles de Montmirail, un massif montagneux en pleine Provence, paradis du bon vin, de la truffe, de l'huile d'olive et des randonneurs. Il ne reste plus que quelques heures au gouvernement et à Emmanuel Macron pour prendre une décision, mais l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires ne fait guère de doute. Les chiffres de l'épidémie sont inquiétants, la campagne de vaccination ne va pas assez vite. Les régions les plus touchées n'échapperont pas à une forme de reconfinement. Isabelle Marie, Lucas Ajdela et Alison Tassin. De nouvelles restrictions ont été décidées ce matin en Conseil de défense. Symboliquement incarné par Emmanuel Macron, interpellé cet après-midi dans un service de réanimation saturé à Poissy. Enfin, moi je parle que pour moi, mais on est un peu inquiets quand même. Les malades continuent à arriver, ils sont un peu plus jeunes, ils sont graves. On sera là et qu'on continuera de prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, qui sont des décisions pragmatiques, proportionnées, territorialisées. Et qui seront appliquées dès ce week-end dans les régions les plus touchées par le virus. On peut imaginer que ces mesures peuvent aller d'un renforcement très fort de notre politique tester, alerter, protéger, jusqu'à des mesures supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à un confinement. L'Île-de-France et les Hauts-de-France sont ainsi concernés. Parce que le virus y explose, 499 cas pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis, 407 dans le Pas-de-Calais. Aucune mesure supplémentaire envisagée en revanche en région PACA. Autour de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, certains départements contigus pourraient être également touchés. L'Eure et la Seine-Maritime, par exemple, inquiètent le gouvernement. Reste à savoir s'il s'agira ensuite d'un confinement le week-end ou d'un confinement 7 jours sur 7. Rien n'est acté, y compris une éventuelle fermeture des écoles. Et qui dit mesure territoriale dit aussi restriction de circulation, avec le retour des attestations de déplacement. La concertation entre préfets et élus locaux va se prolonger jusqu'à demain. Ce soir, Olivier Véran a appelé le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui lui a demandé de ne pas reconfiner sa région au-delà du week-end. C'est demain à 18 h pour la conférence de presse du Premier ministre que toutes ces mesures seront officiellement annoncées. Et pour justifier un nouveau tour de vis, demain Jean Castex pourra s'appuyer sur les derniers chiffres publiés ce soir. 38 501 nouvelles contaminations en 24 heures. C'est sans précédent depuis la mi-novembre qui marquait le deuxième pic de l'épidémie. Deux régions sont particulièrement concernées, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, là où vivent près d'un Français sur 3. Ils n'échapperont sans doute pas au reconfinement. Pauline de Mortier, Olivier Stambach et François Wasson sont allés recueillir les réactions des très nombreuses personnes concernées. Va-t-on revoir des rues complètement vides? Vivre un troisième confinement? Dans cette rue commerçante de la région parisienne, les passants sont inquiets. Ils veulent maintenant savoir quelles seront les nouvelles mesures. Le pire qu'on puisse avoir, c'est un reconfinement total, comme il y a déjà eu les mois précédents. Mais je pense que ça va être assez difficile. Voilà. En semaine, on ne peut plus sortir le soir. Et le week-end, c'est l'occasion de se voir dans la journée, quoi. Et si en plus on n'a plus le week-end... Moi, je ne vous cache pas que c'est très compliqué de suivre vraiment à la lettre ce qu'ils nous imposent. L'Île-de-France affiche le taux d'incidence le plus élevé du pays, suivi par les Hauts-de-France. La région sera elle aussi concernée par les nouvelles restrictions. Cet après-midi, sur la Grande Place, les Lillois étaient désemparés. Le week-end, ça passe encore. Si c'est toute la semaine, là, ça va devenir compliqué. Professionnellement et personnellement, ça va devenir compliqué. On confine pas, c'est un peu... Je vois pas trop de solutions, là.
Parmi les plus inquiets, les commerçants. Avec le couvre-feu, ils ont déjà vu baisser leur chiffre d'affaires. Fermer le samedi serait un vrai coup dur. Ah bah ce sera encore plus catastrophique pour nous, c'est sûr. Le week-end, c'est le moment où on a le plus de passages. Oui, il y a de la résignation en effet. Enfin, je veux dire, là, je me sens un peu impuissante. Et là, si on confine le week-end, c'est-à-dire vendredi ou samedi, là, ça nous tue complètement, là, donc, parce que notre chiffre d'affaires, c'est plus de 50% le week-end, quoi, en fait. Pour mesurer l'impact de ces restrictions sur leur activité, tous attendent évidemment de savoir combien de temps ces nouvelles mesures dureront. Ces restrictions pourraient être calquées sur celles qui sont déjà appliquées ailleurs, dans les Alpes-Maritimes par exemple. Imposé depuis 3 semaines, le confinement, le week-end est-il efficace? La pression hospitalière a-t-elle baissé ces 20 derniers jours? Reportage à Nice, Anouchka Fliller et Bruno Taïeb. S'aérer, faire du sport, des activités traditionnelles du week-end, plus ici. À Nice, le samedi et le dimanche, il faut se contenter d'1 heure par jour, à 5 km autour de chez soi. Près de chez moi, c'est un peu galère de courir. J'aimerais bien aller voir la mer et tout, et je peux pas du coup. Je reste à la maison, je peux pas sortir. Et on peut pas respirer. On n'a pas tellement d'alternatives. Je pense que le mieux, c'est de rester confiné le plus possible, en espérant que ça va continuer de baisser. Dans les Alpes-Maritimes, depuis l'instauration du confinement le week-end, le taux d'incidence baisse. Il était de 636 fin février, il est de 457 aujourd'hui. C'est un réconfort pour ces commerçants dits non essentiels qui doivent fermer leurs portes le samedi. Samedi, c'est la journée la plus chargée. On va venir plus tard le soir, donc on essaie de remettre les rendez-vous, surtout le matin, de bonne heure, de manière à pas minimiser la perte de clientèle, quoi. On ne peut plus faire de visites, l'agence est fermée, puis on est bloqué, quoi. C'est une catastrophe pour tous les commerçants du quartier d'ailleurs. À présent, en semaine, avant 18h, c'est la ruée dans les magasins et la distanciation sociale ne semble pas vraiment respectée. Le confinement le week-end est surtout efficace pour éviter les regroupements familiaux, les fêtes entre amis, grand facteur de contamination. C'est un peu contraignant pour aller les visiter, quoi. C'est surtout vis-à-vis de la famille et du lien social, je dirais. Le week-end, on a envie de casser cette routine, de voir ses amis. Et là, le week-end, on n'a plus ça, donc on étouffe. S'il ne devrait pas y avoir de nouveaux tours de vis dans le département, un allègement des mesures n'est pas non plus à l'ordre du jour. Dans les Alpes-Maritimes, la pression hospitalière est au plus haut. 131 malades du Covid occupaient aujourd'hui les lits de réanimation, un chiffre jamais atteint lors des pics de la première ou de la deuxième vague. L'Agence européenne des médicaments dira demain si, oui ou non, elle juge le vaccin AstraZeneca sans aucun danger. Vous savez que 11 pays européens l'ont suspendu. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé renouvelle sa confiance dans ce vaccin AstraZeneca et recommande de continuer les vaccinations. Quelle sera notre liberté de mouvement dans les prochaines semaines ou l'été prochain? Les responsables politiques hésitent à employer le mot passeport vaccinal, mais le projet de la Commission européenne y ressemble beaucoup. Son nom officiel, le certificat vert, ce document numérique, pourrait permettre aux habitants des 26 pays membres de voyager librement. D'autres pays sont en train de l'adopter. Henri Dreyfus, Alix Vampé et Michael Guilleux. Vous avez envie d'évasion en ces temps de pandémie? Ça ne sera peut-être bientôt plus un mirage grâce au passeport vaccinal. Ce certificat sera disponible gratuitement, sous forme électronique ou en version papier. Le principe, prouver qu'on a été vacciné, qu'on a guéri du Covid ou qu'on a été récemment testé négatif. Comme vous, 450 millions d'Européens l'attendent avec impatience. C'est une très bonne chose. Je le prends dès qu'il est disponible. Je pense qu'on n'aura pas le choix, dans tous les cas, si on a envie de continuer à voyager. Il y a une petite partie de la population qui ne pourra pas se faire vacciner et qui ne pourront pas avoir droit, comme des voyages, comme du théâtre, du cinéma. Ce sésame, réclamé depuis 6 mois par les professionnels du voyage, devrait favoriser la libre circulation en Europe. L'année dernière, les Français ont voyagé 5 fois moins qu'en 2019. C'est très important parce qu'il faut fluidifier les voyages. Ce certificat permettra de vivre et de voyager en sachant si l'on répond aux exigences du pays dans lequel on veut aller. Depuis une semaine, Air France teste déjà à Roissy une application qui pourrait ressembler au passeport vaccinal. Objectif, éviter les embouteillages monstres en salle d'embarquement. Demain, grâce à une application, vous avez directement sur le QR code l'ensemble des éléments, le type de test, la date du test, votre nom, et on a juste à le scanner.
Voici peut-être à quoi vous rêvez secrètement. Et ce, grâce au passeport sanitaire. Le retour de la vie festive, comme ici, à Tel Aviv, en Israël. Depuis le 7 mars, bars, restaurants, salles de sport et lieux culturels rouvrent. Là-bas, près de la moitié de la population a déjà reçu les 2 doses. Les gens n'ont qu'une envie, le retour à la vie normale, et s'asseoir au restaurant. Du coup, les files d'attente sont interminables. En Europe, tous les vaccins disponibles sur le marché seraient acceptés sur ce passeport vaccinal. Ce dernier ne durerait que le temps de la pandémie. Demain, à partir de 17h30, vous pourrez suivre en direct sur TF1 cette conférence de presse de Jean Castex. Il devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Nous en détaillerons toutes les conséquences concrètes avec nos journalistes et nos invités. Une bonne nouvelle sur le front de l'économie, il y en a, et elle est liée à la situation sanitaire. Le groupe pharmaceutique allemand Merck va investir en Alsace et créer 350 emplois à Molsheim, près de Strasbourg. Le laboratoire va fabriquer des sacs pour transporter les doses de vaccins. Alice Bacot et Laurence Claude-Pierre se sont rendus sur place. Une poche plastique. Dans ce type de poche, 1,5 million de vaccins peuvent être fabriqués et elles seront bientôt produites en France, sur le site de ce laboratoire, en Alsace. Donc on aura plusieurs lignes de production pour ces poches, on aura plusieurs lignes pour l'assemblage final. Parce que les machines Objectif, 250 000 poches par an. Alors 350 emplois vont être créés. C'est une première en Europe. Ces poches sont pour le moment importées des États-Unis. Face à la demande, il faut à tout prix élargir le marché. Quand ce sera prêt, justement, on aura plus de capacité mondialement pour la production de ces poches et donc plus de capacité de disponible pour les fabricants de vaccins qui, eux, sont aussi en train de monter en régime. Ce hangar logistique sera donc transformé en laboratoire en à peine quelques mois. À l'intérieur, 50 ingénieurs et 300 employés s'occuperont de la production. À Molsheim, cette annonce a fait l'unanimité. On a beaucoup de chance à Molsheim d'avoir une entreprise de ce type-là, ce qui permet d'avoir un bassin d'emploi fantastique. Dans l'eau, il y aura nécessairement quelques clients, chez moi ou chez mes collègues, peu importe, mais nécessairement, ça apportera un petit peu de dynamisme dans la ville, c'est sûr. Le recrutement prendra plusieurs années, mais le laboratoire l'assure, 80 emplois seront créés d'ici le mois de décembre. Également dans l'actualité de ce mercredi, cette explosion de violence. La nuit dernière à Blois, le point de départ serait un accident de la circulation lié à un refus d'obtempérer. Les affrontements avec les policiers ont pris une telle ampleur qu'un hélicoptère de la gendarmerie et même le GIGN ont dû être dépêchés sur place. Regardez ce reportage tourné par Florian Litzler et Cécile Madronet. C'est un vestige carbonisé. Une voiture brûlée, témoin de la flambée de violence de la nuit dernière. La propriétaire effarée constate les dégâts. Elle en veut beaucoup aux responsables. C'est ma voiture, elle était à peine finie de payer. Franchement, c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'ils font? Franchement, c'est dégueulasse. On galère pour s'acheter une petite bagnole, pour sortir tout, et puis vous voyez, voilà. Le résultat, c'est ça. Le supermarché d'à côté a aussi été attaqué. Des émeutiers ont forcé l'entrée pour le saccager, comme on le voit sur ces images qu'ils ont eux-mêmes filmées. Les troubles vont durer jusqu'à 2h du matin. C'est un accident de la route qui a tout déclenché. Hier soir, dans le quartier de la ZUP Nord, à 2 km du centre-ville de Blois, un véhicule fuit un contrôle de police et se renverse en arrivant à un carrefour. 2 passagers sont blessés. Les secours et policiers qui interviennent sont pris à partie par une centaine de personnes violentes. Certaines volent même un camion et le lancent en direction des policiers qui ouvrent le feu. Des riverains filment la scène. Le camion bélier n'a pas fait de blessés et le conducteur a sauté avant les coups de feu. Il est toujours recherché. Les habitants de la ZUP Nord nous confient que la situation se dégrade dans le quartier depuis quelque temps. On n'est pas surpris par les violences. Ça fait des années que ça dure et puis il n'y a rien à faire. On est dans un quartier où les gens sont de plus en plus méfiants, de plus en plus violents. Le quartier est en fait l'un des plus défavorisés de la ville. Nous concentrons ici la majorité des situations de problématiques de fragilité sociale. C'est ici où on a le niveau de chômage le plus important. Cette nuit, un renfort de 300 policiers et gendarmes va rester à Blois pour empêcher de nouvelles violences. Un mot de l'actualité judiciaire. Le procès de Nicolas Sarkozy, qui devait être jugé à Paris aujourd'hui dans le dossier Big Malion, a été renvoyé au 20 mai.
L'avocat d'un des prévenus, Jérôme Lavrieux, est atteint du Covid. L'ancien président de la République doit être jugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. C'est un rapport du Sénat publié aujourd'hui. Il confirme ce que l'on savait sur les difficultés du métier d'agriculteur et notamment sur leur surendettement. Aujourd'hui, chaque agriculteur doit à sa banque en moyenne près de 200 000 euros. L'une des premières recommandations du rapport, c'est de rompre l'isolement. Ce n'est pas si difficile, comme l'ont constaté dans la Sarthe Hélène Grégoire et Marine Der. Cela fait peu de temps que cet éleveur n'a plus peur chaque matin en voyant le facteur arriver dans sa ferme. Quand les huissiers venaient dans la cour et que les recommandés arrivaient les uns après les autres, c'est là qu'on a dit qu'il fallait qu'on appelle à l'aide, quoi. Appeler à l'aide, une démarche rare dans le monde agricole quand les difficultés financières et personnelles s'accumulent. On essaye plutôt de cacher la vérité à son voisin plutôt que d'aller demander du soutien, quoi. Épaulé, conseillé, il a réussi à sauver son exploitation, même s'il doit rembourser ses dettes jusqu'en 2030. Désormais, c'est lui qui va au chevet des agriculteurs en détresse. Il est devenu conseiller bénévole pour l'association Solidarité Paysans. Nous, on a des gens qui ont pris du temps pour nous aider, donc ça nous paraissait normal d'en faire autant. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez un jeune éleveur en difficulté. Salut. Salut Nico. Avec d'autres agriculteurs bénévoles, des techniciens, des médiateurs, il négocie avec les banques, parlent aux fournisseurs qui réclamaient le paiement des factures et ont obtenu le redressement judiciaire. C'est Adrien qui les a appelés à l'aide. Il ne s'en sortait plus. Donc le troupeau, combien de vaches? 100 vaches. 100 vaches, c'est simple. Ce jour-là, il lui suggère de changer l'alimentation de son troupeau. Fini le soja et le maïs, très cher à acheter ou produire. L'économie potentielle là qu'on peut faire, c'est ça, 15 000 euros sur l'alimentation du troupeau. En fait, l'herbe qui va pâturer, c'est le fourrage qui va être le moins cher. Une solution que cet éleveur n'avait pas envisagée seul. C'est une remise en cause, oui, et puis une révolution, c'est d'apprendre à nourrir ces animaux économiquement. Comme Adrien, 3000 agriculteurs font appel à cette association chaque année. La première chose qu'on fait déjà, c'est écouter leur histoire, écouter comment ils en sont arrivés là. Il y a des gens qui sont en liquidation judiciaire, qui vont perdre leur maison, mais il y a aussi des situations qu'on relève et qui sont en train de se relever. Se relever, c'est aussi reprendre confiance. Ah oui, ça a l'air de leur convenir, ouais. Quand on voit comment elles sont. La première victoire, c'est avant tout de sortir ces agriculteurs de l'isolement. C'est une question que les automobilistes et les constructeurs automobiles se posent depuis des années. Quand la voiture électrique va-t-elle devenir vraiment abordable pour monsieur ou madame tout le monde? Il faudrait d'abord que les prix baissent. Pour la première fois, le constructeur Renault lance ces jours-ci une voiture familiale électrique au même tarif que son équivalent thermique. Axel Cariou et Thierry Valta sont montés à bord. La voiture électrique, 10 ans qu'on en parle, 10 ans que le problème reste le même, le prix, trop cher. Nous parlons de véhicules chers qui occuperont une petite partie du marché automobile, même dans 10 ans. Mais avec ce modèle, la Spring, le constructeur Dacia prétend tout changer. 12 400 € prime écologique déduite. Les précommandes seront ouvertes dès ce week-end pour des premières livraisons en septembre. Aujourd'hui, on peut vraiment proposer une offre qu'on n'a jamais vue sur le marché et finalement l'électrique pourrait enfin devenir populaire au sens noble du terme. Mais à ce prix-là, vous achetez quoi ? Pour le savoir, nous avons fait appel à Sylvain Reisser, journaliste spécialisé en automobile. Ses premières impressions sont plutôt bonnes. C'est très basique, c'est très simple, mais il y a quand même un GPS, il y a les vitres électriques, il y a tout d'une voiture moderne, il y a 6 airbags. On en a pour son argent, on n'est pas volé. Prenons la route. En ville, conduite souple et silencieuse. Mais en arrivant sur l'autoroute, le moteur souffre. Là, on est à 125 km/h, c'est la vitesse maximale de la voiture. On ne peut pas aller plus vite. Pour la puissance, mieux vaut donc rester sur un modèle essence. Quant à l'autonomie, elle est assez limitée. On a 230 km annoncés par le constructeur, mais dans la réalité, si vous faites plutôt de la voie rapide, vous allez plutôt avoir 160 km d'autonomie. Pas assez pour partir en vacances, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est que la voiture ne se recharge pas uniquement sur les bornes payantes. On peut le faire à la maison sur une prise ordinaire. Attention, c'est long.
Et là, on est parti pour 14 heures. C'est long. Donc à demain. Mais la patience sera récompensée par de belles économies. Si vous parcourez 10 000 km par an, vous ne dépenserez que 200 € d'électricité contre 900 de carburant si vous roulez au samplon 95. Même chose concernant l'entretien. Bien évidemment, il n'y a plus de moteur thermique, donc plus de vidange. Autour de 800 € annuels, 2 fois moins cher qu'un moteur essence. Vous économiserez aussi quelques centaines d'euros sur l'assurance. Mais sur la route de l'électrique à bas prix, Dacia risque de ne pas rouler seul bien longtemps. Les constructeurs chinois accélèrent. En Allemagne, la marque Suda vend déjà son modèle électrique 10 000 €. En Chine, cette mini citadine s'arrache à 3 600 €. Ce prix-là, bien sûr, elle n'est pas aux normes de sécurité européennes, mais la course ne fait que commencer. Voici une autre révolution presque aussi silencieuse qu'une voiture électrique, le grand retour des locations meublées. Elles étaient passées de mode depuis des décennies. Elles concernaient à peine un logement sur 10. Mais depuis quelques mois, le nombre d'appartements loués avec un canapé, un lit, un réfrigérateur et une télévision explose. Pour quelles raisons précises? Grégoire Guisteau et François Rébeux ont trouvé la réponse à Bordeaux. Maxence vient tout juste d'emménager en colocation avec Anna dans cet appartement. C'est le salon et notre cuisine. Donc ça, c'est la chambre de Maxence. Et... c'est très mal rangé, hein. Ce jeune professionnel a fait le choix de louer un logement déjà meublé pour son arrivée à Bordeaux. J'ai juste eu à poser mes valises. Et puis comme je viens de Paris, enfin de la région parisienne, transporter en train un lit, une armoire, un bureau, c'est pas possible. Là, c'était vraiment pratique. Bordeaux-Paris, 2 heures, j'étais chez moi. Chaque locataire débourse ici 470 € par mois. C'est le prix à payer pour ne pas avoir à se soucier d'ouvrir l'eau, le gaz, l'électricité et une ligne Internet. Je pense que c'est assez raisonnable parce qu'on est en centre-ville, on est près de tout et en plus, tous les charges seront compris, donc on ne s'occupe de rien. Ainsi, les meublés se louent 10 à 30% plus cher que les logements vides. C'est pourquoi de plus en plus de propriétaires s'y mettent. Meublé, j'en ai toujours fait, mais c'est vrai qu'auparavant, c'était plutôt de la location vide. Exemple, avec cet appartement de 18 mètres carrés, tout équipé. Petit four, on a frigo, l'ensemble des équipements mobiliers et d'usage courant. Il a été loué il y a longtemps, ça? Non, il a été loué cette semaine. Loyer mensuel, 800 €. En 2 ans, la part de meublé de cette professionnelle de l'immobilier a bondi de 20%. Depuis que la municipalité de Bordeaux a limité le nombre de nuitées à 120 par an via les plateformes en ligne, certains propriétaires ont remis leur logement sur les circuits de location plus traditionnels. Il y a du studio, du T2, du T3, je dirais que ça c'est le cheptel le plus large. Après, il y a effectivement de la maison, oui, il y a toute surface maintenant. Mais attention, la location dite meublée doit respecter certaines règles très précises. Il faut un minimum pour être considéré en logement meublé. C'est-à-dire qu'il faut que l'occupant puisse avoir de quoi habiter normalement, entretenir, et il y a une liste de fournitures prévues sur l'ameublement à fournir. Intérêt pour les bailleurs, le meublé se loue pour une durée limitée. 1 an renouvelable pour un contrat standard, et même 9 mois pour un bail mobilité, réservé aux locataires considérés comme temporaires, des étudiants ou des salariés en formation par exemple. Ce propriétaire n'y voit que des avantages. On a un turnover qui permet d'abord de maintenir les biens en état. À chaque changement de locataire, on peut faire un peu quelque chose. Sur le vide, quand le locataire passe, s'il est resté 10 ans, il va falloir mettre une somme considérable. Et si on n'est pas soi-même en partie bricoleur, ça va représenter des années d'investissement. Autre atout, et non des moindres, la fiscalité. Les revenus sur les logements peuvent tout simplement échapper à l'impôt s'ils sont loués meublés. C'est un excellent placement, c'est un bon choix fiscal. Si vous louez en nu, en bail d'habitation classique, vous allez supporter une taxation qui va être importante sur vos revenus. La différence, c'est que si vous passez par un bail en meublé, la taxation va être quasiment nulle, voire nulle. Le choix est vite fait, hein. Je vais plutôt aller là où je supporte le moins d'impôts. Avec la crise du Covid et la baisse du nombre de touristes étrangers, les annonces de location meublée explosent depuis 1 an. Une bonne nouvelle pour les locataires, car selon les spécialistes, les prix des loyers devraient baisser pour les meublés en 2021.
En ce 17 mars, où tant de choses ont changé pour nous, il y a un an, nous aurions pu vous proposer une rétrospective des 12 derniers mois, mais puisque nous sommes tournés vers l'avenir, nous avons voulu retenir ce que cette période nous a offert de positif. Et oui, dans cette adversité, de très nombreux Français ont révélé le meilleur d'eux-mêmes. Sylvain Milenvoix et Jean-Philippe Eckett peuvent en témoigner. C'est le grand format optimiste de ce 20h. Avant, quand on voulait se rencontrer, on s'armait d'un sourire. Avant, quand on voulait se retrouver, les bises et les poignées de main n'étaient pas à proscrire. Mais vous le savez déjà, tout a changé. Alors on a changé aussi. Pour mettre des mots sur les émotions qui, depuis un an, ont bouleversé nos vies, nous n'avons pas tout de suite tendu nos micros. Mais on a acheté une vitre et des stylos et on vous a demandé « Qu'est-ce qui vous a manqué ?» Ma famille, mon père, énormément. Ma vie sociale, d'une façon générale, je pense un peu comme tout le monde, aller au cinéma, voir des amis, pouvoir boire un verre, aller au restaurant. Ça me fait de la peine de les voir fermés avec toutes ces chaises qui sont empilées, forcément, puisqu'on a passé tellement de bons moments. Les voyages avec les copains, prendre l'avion, le plaisir de découvrir une autre culture. Danser avec des gens, ça manque énormément. Déjà, on bouge plus, on est chez soi, on est sédentaire. Les sourires, les expressions du visage. Un geste suffit. Alors on a fait un test dans la rue. Bonjour madame, j'aimerais vous voir sourire. Voilà la réponse, pas terrible. Ça, vous aurez du mal avec le masque. Ah, le masque. Un jour, promis, on pourra l'enlever en toute sécurité. Et franchement, ce sera le pied. Pourtant, cette année, des sourires, il y en a eu, mais beaucoup en visio. Parlons économie un instant. L'application Zoom, par exemple, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 327% en 2020. Nous sommes vraiment entrés dans un environnement social figital. Figital, ça veut dire physique et digital. Nous dévoilons plus de notre corps, de notre visage, de nos gestes, que si nous étions en présentiel, comme on dit désormais. Et puis, on va même créer des émotions, parce qu'on va faire passer des émotions. Ce qui veut dire qu'on se livrerait plus en visio qu'en réalité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Transmettre ses émotions en télétravail, c'est le défi de Fiona depuis des mois. Elle est chef. Avec le confinement, elle a perdu la totalité de sa clientèle étrangère, alors elle s'est adaptée et elle donne désormais des cours de cuisine en ligne. Je sépare donc mes 4 œufs. J'ai 4 œufs d'un côté. Pour mon biscuit, il faut vraiment que j'insiste sur la texture qu'on doit avoir. Il faut vraiment que j'insiste sur les odeurs qu'ils pourraient retrouver en fait chez eux, parce que du coup, ils ne sont pas chez moi. Donc moi, ça me permet aussi de développer beaucoup plus de communication. Communiquer, que tout soit fluide. Son enseignement d'abord, et la crème au mascarpone ensuite. C'est ça qui a permis à cette société de rebondir. Après avoir eu beaucoup d'inquiétudes, parce que c'était quand même beaucoup d'inquiétudes, on a fait une meilleure année qu'en 2019. Et en fait, ça nous a permis aussi de développer d'autres axes qu'on n'aurait pas pensé à développer, ou du moins pas tout de suite. Évidemment, Fiona et Aliénor ne savent pas si l'avenir sera aussi doré que leur biscuit, mais elles l'espèrent. L'espoir, c'est ça qui nous fait tenir, même le soir, même quand les rues sont vides, même quand le pont des Arts devient le pont désert, on se souvient des soirs de fête. Et on rêve du moment où, sans risque, on pourra se rassembler à nouveau. C'est là que vous vous dites qu'on a vécu une année difficile et que c'est un peu la déprime. Eh bien non, les bonnes nouvelles existent aussi et elles sont solidement enracinées. Car depuis un an, l'enfermement a provoqué un retour à la nature. Selon l'ONF, 59% des Français estiment que le contexte actuel a renforcé l'envie de se balader en forêt. Je vais beaucoup plus dans la forêt et puis sinon je vais marcher dans les champs, mais même dans mon petit village. Ça me fait plaisir de voir qu'on arrive à se réapproprier aussi un peu la forêt. Et je vous disais dans les limites de attention, faites-y attention. On a beaucoup parlé d'avant. On imagine sans cesse l'après. Et puis il y a le présent. Des chemins forestiers, un étang, même quand le soleil se cache. Un peu de bonheur. Maintenant.
En cette année, nous avons aussi beaucoup lu, les libraires l'ont constaté d'ailleurs avec joie. Et en cette semaine de la langue française, nous nous sommes demandé si nous étions encore capables de manier les subtilités de notre langue. Des néologismes apparaissent, l'anglais, ou plus souvent le franglais, gagne du terrain. Est-ce un mal ou une nécessaire évolution ? Alors sans être effrayé par le benchmark, je vous forward à Zap ce news très bankable de Mathieu Perrault, David Pires et Thierry Juppé. Chaque année, ils font une entrée fracassante dans nos dictionnaires. Ils vous permettent de faire du brainstorming, de liker une story sur les réseaux sociaux ou encore de chatter sur un logiciel en open access. Qu'ils vous hérissent le poil ou que vous les adoriez, ces mots font évoluer la langue française. Est-ce une chance ou un danger ? Nous avons pris rendez-vous avec Jean Pruvot. C'est un peu le pape des dictionnaires. Il en a plus de 10 000 à son domicile. Pour lui, ces mots venus de l'étranger ont toujours existé. Ils sont juste moins bien intégrés. Quand on adoptait des mots anglais, on les prononçait à la française. Donc packet boat devient paquebot, qui fait très français. Riding coat devient redingote. Or aujourd'hui, on n'a pas ça. On a un faux accent. Oh non mais franchement, après le brainstorm et la conf call, j'étais complètement burn-out et il fallait encore que je check mes mails. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils ont prononcé 5 mots anglais dans une phrase, bon, l'homme de bon sens te dit il est pédant, il fait le malin. What ? Prière donc de ne pas en abuser. Mais cela ne sert à rien non plus de fermer les yeux sur tous les mots nouveaux. Celui-là, qui signifie le quartier, est à la mode dans l'équipe de rap. Et surprise, il a des racines très anciennes. Il y avait le mot abandon qui passe en anglais, qui donne bandon, qui passe aux États-Unis, et ça nous revient, on est dans le bendon, c'est-à-dire dans un lieu abandonné. Les mots voyagent depuis longtemps, mais ils le font de plus en plus vite, et c'est ça qui inquiète l'Académie française. L'ensemble de ces mots polluent très gravement la langue française et vont amener, dans 30 ans, si on y prend garde, sa destruction, ça deviendra une langue morte. Un discours que ne partage pas cette linguiste. Pour elle, le français est une langue bien vivante, qui s'enrichit. Si on emprunte un mot, c'est parce qu'il nous plaît et qu'il nous convient, et souvent aussi qu'on en a besoin. Donc le contexte produit le mot. Donc il y a eu le mot date récemment dans les rendez-vous amoureux, c'est une nouvelle pratique, une pratique issue des rencontres en ligne. On n'avait pas ça pour qualifier le rendez-vous organisé, pas forcément romantique, mais d'où le romantisme après peut surgir. Avec un rendez-vous, peut-être. Tiens, un mot bien français que les Anglais adorent utiliser. Le patrimoine de la France est à la fois sa langue, on l'a vu, mais aussi ses paysages. Ce soir, je vous emmène à la découverte des merveilleuses dentelles de Montmirail, près de Carpentras. Oubliez tout de suite la broderie où Jean Reynaud, alias Geoffroy de Montmirail, dans Les Visiteurs, pensez plutôt au vignoble de Vaqueras, aux chênes truffiers et au décor d'une beauté à couper le souffle. Yann Ovine, David Bordier et Christophe Niolac en ont encore les yeux écarquillés. C'est une muraille. La muraille de Provence. Ces falaises sont appelées dentelles pour leur forme, comme des dents de roche. Cette montagne se voit de loin. C'est la signification de Montmirail en latin. Escalade plaisir. Les dentelles de Montmirail fascinent les grimpeurs du monde entier. Ces deux amis ont ouvert près de 300 voies ici, au nord du Vaucluse. C'est un des plus beaux paysages du sud-est, au niveau des falaises. C'est un rocher qui est couvert de prises. Regardez, il y a des trous partout. C'est vraiment extra pour l'escalade. L'escalade sous toutes ses formes. Au choix des ascensions de 100 mètres sur ces parois calcaires. Ou d'autres, moins hautes, mais tout aussi compliquées, en dévers. Le site est prisé pour son climat méditerranéen. Ce sport se pratique toute l'année. C'est un peu notre jardin. Voilà, ouais. Et puis il suffit de se retourner pour apercevoir les vignes à l'horizon, la plaine qui s'étend à l'infini jusqu'à la mer. Hein. Ce massif d'une dizaine de kilomètres du nord au sud est usé par la pluie et surtout le vent. Il s'est formé pendant la préhistoire. Si on remonte vraiment au point de départ de toutes ces couches géologiques qui se sont superposées, c'est il y a 230 millions d'années à peu près, quand il y avait la mer en fait sur toute cette plaine. À l'ouest du mont Ventoux, les dentelles ont été une frontière naturelle, un lieu de combat. De nombreuses traces évoquent le passé agité, comme cette chapelle romane, Notre-Dame d'Aubune.
Elle est là pour commémorer la victoire de Charlemagne contre les armées sarrasines qui remontaient en Provence au 8e, 9e siècle principalement. Un peu plus tard, les populations se sont réfugiées dans les hauteurs. On va à la rencontre de l'association des Courins qui continue de travailler sur le site du Castellas. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Une quinzaine de bénévoles redonnent vie à ce village perché, comme au Moyen-Âge. Ouais. Vas-y, grimpe. Bernard, je les passe. Pierre par pierre, ils réhabilitent un ancien château fort. Depuis 3 ans. À flanc de colline, à 300 mètres d'altitude. Tu la reprends ? Notre idée, c'est de montrer comment les gens vivaient, de leur faire comprendre comment les habitants ici vivaient, de comprendre avec quelle énergie, avec quels matériaux ils travaillaient. Par exemple, les pierres d'ici sont sans doute venues d'extractions qu'ils ont fait à même le rocher. Depuis toujours ou presque, ces lieux sont habités. L'homme s'est protégé à l'intérieur, ou s'est adossé au rocher, comme ici à la Roque-Alric. L'église est semi-troglodyte, construite directement sur la roche. Ça nous protège de tout. Hein, donc, on est très bien protégé du Mistral aussi. Voilà. Une 50aine d'habitants vivent dans ce village si paisible, si silencieux. Sauf le jour de l'anniversaire de Maëlle. Moi j'aime bien, parce que déjà on vit un peu dans la montagne. Quand il n'y a pas les anniversaires, il n'y a pas trop de bruit. On vit là depuis 3 ans, et j'irais dire le cadre, la sérénité. La Roque-Alric est l'une des 11 communes des dentelles de Montmirail. Terre de sport, au cœur d'un terroir riche, notamment pour son vin mondialement connu. Baume de Venise, Vaqueras et ici Gigondas. Il y a eu un phénomène d'érosion de ces dentelles et qui a fait que tous ces petits cailloutis calcaires bien aiguisés se sont retrouvés répartis dans les parcelles. Et c'est des sols qui sont très bien pour la culture de la vigne parce qu'on a ces calcaires qui permettent de stocker la chaleur de la journée et restituer la nuit. Et en dessous, on a ces marnes argileuses qui stockent l'humidité. C'est encore la saison de la taille pour ces 3 cousins. La famille Amadieu tente de sublimer les fruits de ces dentelles depuis près de 100 ans. Beaucoup de fruits sur ce millésime 2020. Oui. Quand tu sens ces arômes, tu es là, tu fermes les yeux, tu es au milieu des vignes, tu as la garrigue. On sent la netteté de ce vin, c'est aussi la droiture de ces dentelles, de ces calcaires. C'est franc, c'est vivant. L'appellation Gigondas fait vivre 140 vignerons sur les 500 habitants du village. Ces sols riches produisent des vins de caractère qui correspondent si bien à ces arêtes ciselées des dentelles de Montmirail. Magnifiques images. Ce soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Lille 3-0 au Parc des Princes. Mais ce n'est pas ce résultat qui nous intéresse d'abord ce soir. D'ailleurs, les joueurs parisiens eux-mêmes avaient sans doute d'autres soucis à l'esprit, car quand ils jouent, il arrive, comme dimanche dernier, que des cambrioleurs s'introduisent chez eux. Georges Brenier et Jean-Yves Chamblay ont mené l'enquête. C'est un hôtel particulier discret, mais surtout très sécurisé. Dimanche soir pourtant, le domicile d'Angel Di Maria a reçu la visite de cambrioleurs agiles et culottés. Le vigile employé par la star du PSG ne les a pas repérés, escaladant cet échafaudage. À l'intérieur, l'épouse et les 2 enfants de la star argentine n'ont rien entendu non plus. Les voleurs sont repartis avec 500 000 € de bijoux et d'articles de luxe. Au même moment, d'autres voyous ciblaient cette maison, celle du père du Brésilien Marquinhos. Il s'y trouvait avec 2 jeunes sœurs du milieu défensif parisien. Les malfaiteurs cagoulés les ont violemment priés de ne pas alerter la police. Les malfaiteurs qui se sont attaqués au père de Marquinhos se sont en fait vraisemblablement trompés de cible. C'est sans doute cette maison qu'ils visaient au départ. Il faut dire que c'est la maison de Marquinhos, la star brésilienne du PSG, gigantesque demeure dans une banlieue très cossue près de Paris, maison surtout entourée de caméras de surveillance. Il faut dire que le banditisme a un fâcheux penchant pour les stars du PSG et leur salaire mirobolant. Ces 2 dernières années, une dizaine de joueurs ont été cambriolés, systématiquement des soirs de match. Les suspects semblent posséder l'annuaire des footballeurs du club et connaître leur domicile sur le bout des doigts. Pour cette policière, seuls des voyous chevronnés en sont capables.
Ils ont pu effectivement obtenir des informations qui leur permettent d'agir de manière très efficace, très rapide et qui évitent qu'ils se dispersent en allant à droite à gauche sans savoir exactement ce qu'ils veulent. Le PSG a d'ores et déjà prévu de renforcer la sécurité autour des maisons de ses joueurs vedettes. Jusqu'à présent pourtant, les gardes du corps et les caméras de surveillance ont eu bien peu d'effet sur les pros du fric-frac. Comme chaque soir, c'est l'heure de répondre aux très nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir ma chère Alexia Mayer. Bonsoir. Ce soir, nous allons nous intéresser à votre santé. Avec cette première question, mon dentiste me demande un test PCR négatif avant de prendre rendez-vous. Est-ce que c'est légal ? Non, il n'y a pas d'obligation de réaliser un test PCR avant un rendez-vous chez le dentiste. Mais si vous êtes cas contact à risque ou que vous avez des symptômes, un test est évidemment recommandé, mais comme lors de toute suspicion d'ailleurs. Sachez que le syndicat des chirurgiens dentistes nous précise que si vous êtes atteint du Covid, eh bien, les soins urgents seront évidemment assurés. Il faut simplement prévenir votre médecin pour qu'il aménage une plage horaire tôt le matin, par exemple. Autre question, mes parents sont résidents dans un EHPAD. Le directeur de l'établissement peut-il exiger que je produise un test PCR négatif pour leur rendre visite? Alors Gilles, c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. La Fédération des directeurs d'EHPAD est très claire sur ce point. Les visiteurs sont incités à faire un test PCR ou antigénique 72 heures avant leur visite. Certains établissements proposent même des tests antigéniques sur place, mais si vous pouvez attester que vous êtes vacciné, vous n'aurez pas à fournir de test et c'est une précision du ministère de la Santé. Ce n'est pas le passeport sanitaire, mais on s'en approche. Je viens de me faire vacciner contre le coronavirus. Puis-je donner mon sang comme je le fais régulièrement depuis des années? La réponse est oui. L'Établissement français du sang nous l'assure. Vous pouvez, même après la vaccination, prendre un rendez-vous pour donner votre sang. Enfin, dernière question. Je suis vacciné. Si je suis cas contact, est-ce que je dois malgré tout m'isoler? Oui, là aussi, la réponse est oui. Gilles, l'assurance maladie avec qui nous avons échangé nous l'assure, même vacciné. Il faut s'isoler si on a été en contact avec un malade. Idem pour le port du masque. On l'a déjà dit, mais le vaccin ne vous exonère pas de le porter. Merci beaucoup, Alexa, pour toutes ces précisions très claires. Je vous rappelle, bien sûr, l'adresse que vous connaissez pour envoyer toutes vos questions. Le 20h vous répond @tf1.fr. Sur LCI, juste après ce journal, Le Grand Soir, présenté par Julien Arnaud. Il reviendra sur le probable reconfinement en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, ainsi que sur les coulisses de cette décision prise en haut lieu. Rendez-vous sur le canal 26 sur TF1. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. Avant votre série The Resident, demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous donne rendez-vous exceptionnellement à 17h30 pour suivre en direct la conférence de presse de Jean Castex qui devrait annoncer de nouvelles restrictions sanitaires. Je serai également avec vous à 19h45 pour l'édition spéciale et à 20h pour le journal. Très bonne soirée à tous, prenez soin de vous, à demain.